le Hung-Gar est l'un des arts martiaux chinois les plus connus au monde, avec peut-être le Wing Chun. Pour être plus précis, le Hung-Gar est une boxe qu'on pourrait qualifier d'externe et du sud. Si vous ne voyez pas ce à quoi renvoient ces notions, ce n'est pas grave, je vous renvoie au premier épisode. L'une des grandes caractéristiques du Hung-Gar qui le rend assez facile à identifier est qu'il s'agit d'une boxe zoomorphique. Autrement dit, c'est une pratique dont les mouvements s'inspirent plus ou moins d'animaux. Alors de manière générale, on peut dire qu'il y a deux grands types de boxes zoomorphiques. D'une part, celle qui essaie de reproduire les mouvements d'animaux plus ou moins identiques, et d'autre part, celle qui s'inspire des comportements et mouvements d'animaux pour en déduire des principes de combat. Alors pour en revenir au Hung-Gar, c'est une discipline qui se situe entre ces deux extrêmes. La discipline étant surnommée boxe du tigre et de la grue, je vous laisse deviner de quels animaux elle s'inspire, en sachant toutefois que l'on y étudie non pas 2, mais 5 animaux, mais ça on le verra plus tard. Alors comme je l'ai dit plus tôt, le Hung-Gar est une discipline qui est assez connue, et si vous n'avez jamais entendu ce nom avant, il y a fort à parier que vous en ayez déjà vu une forme plus ou moins altérée. En effet, la discipline est assez présente dans le milieu du cinéma, et de nombreux films en offrent des démonstrations plus ou moins intéressantes. Alors on peut trouver du Hung-Gar dans des films relativement anciens, comme La Révolte des Boxeurs ou encore The Magnificent Butcher, mais on trouve aussi du Hung-Gar dans des films plus récents, comme par exemple l'excellent Ip Man 2 ou encore le film The Grandmaster. Dans une moindre mesure, on peut aussi dire que ça a été influencé par le Hung-Gar. Bon, sauf que ça c'est du Tang Lang Quan et ça c'est du Hu Quan. Pour cette reprise, reprenons les bonnes habitudes et commençons par un peu d'histoire. Comme la plupart du temps, aux surprises, les origines de la discipline sont incertaines et on trouve de nombreuses théories à ce sujet. Cependant, la plupart des sources s'accordent à dire que la discipline prendrait ses origines dans la destruction, ou plutôt l'incendie, du temple de Shaolin en 1736. Alors je ne vais pas ici épiloguer sur le fait que de nombreux arts martiaux affirment être issus du temple de Shaolin, mais je vous garantis que je ferai une vidéo sur le sujet. Quoi qu'il en soit, si cette filiation est très souvent douteuse, dans le cas du Hung-Gar, elle l'est peut-être un petit peu moins. Quoi qu'il en soit, les diverses légendes relatant l'origine de la discipline s'accordent à dire que seuls 5 maîtres auraient survécu à la destruction/incendie du temple, et que ces derniers auraient créé de nombreuses disciplines pour préserver l'héritage de Shaolin. C'est vraiment à partir de ce point que l'on trouve plusieurs théories parlant des origines du Hung-Gar. Et comme vous vous en doutez, ces théories connaissent de nombreuses variantes, avec des généalogies de maîtres plus ou moins complexes et plus ou moins bien documentées. Cependant, on peut dire que l'on en trouve deux principales. Selon la première, le Hung-Gar que l'on connaît serait né au sein des sociétés secrètes qui fleurirent dans la Chine du XVIIIe siècle. Alors pour rappel historique, bon nombre de ces sociétés virent le jour avec l'arrivée au pouvoir des Mandchous et l'avènement de la dynastie Qing. Le but avoué de nombre de ces sociétés était de renverser la dynastie Qing au pouvoir pour restaurer l'ancienne dynastie, la dynastie Ming. Selon une légende commune, il est dit que l'une d'entre elles, la société Honglong, qui deviendra la Tiantiwei, ou Société du ciel et de la terre, aurait été créée par les 5 survivants du temple de Shaolin et serait aussi l'ancêtre des triades. Pour en revenir à notre sujet, ce serait au sein de cette société que se serait développé le Hung-Gar. Le problème de cette première théorie est que l'on n'a vraisemblablement aucune preuve ni généalogie complète. La seconde théorie, qui a fait apparaître une généalogie beaucoup plus documentée et complexe, veut que la discipline fut pratiquée par la famille Hung, qui reçut l'art de l'un des 5 survivants du temple de Shaolin. Cet art connaîtra de nombreuses évolutions au fil des générations, et entretiendra durant un temps des liens très étroits avec le Wing Chun, une discipline dont on a déjà parlé, et qui elle aussi serait issue d'un des 5 survivants du temple de Shaolin. A noter que ces deux théories ne sont pas toujours considérées comme exclusives l'une de l'autre, et il existe de nombreuses variations offrant certains ponts entre elles. Quoi qu'il en soit, il semble que le Hung-Gar ait rapidement connu un développement assez large dans le sud-est asiatique, et si l'on en retrouvera de nombreuses traces dans le sud de la Chine, on en trouve aussi des traces en Malaisie et à Singapour. Pour ce qui est du développement de la discipline, comme toujours, les choses sont assez complexes, puisque d'une part il existe de nombreuses branches n'ayant pas toujours de lien entre elles, et d'autre part, parce que toutes ces branches n'offrent pas de généalogie et d'informations historiques complètes. On peut tout de même avancer que le 19e siècle aurait été une période assez faste pour la discipline, et ce notamment grâce aux nombreux troubles qui secourront la Chine de l'époque. En effet, cette époque sera marquée par de nombreuses révoltes, mais aussi par les oppositions de la Chine avec l'Occident, et ce notamment lors des deux guerres de l'opium en 1839 et 1856. Ces deux conflits, qui seront marqués par la défaite de la Chine, accéléreront sa soumission aux puissances occidentales, ainsi que le déclin de la dynastie Qing. Selon de nombreuses histoires, ce climat aurait permis l'émergence de nombreux héros, plus ou moins mythiques, qui amèneront pour certains la renommée sur leur discipline. Parmi eux, on trouve un nom que vous avez certainement déjà entendu, Wong Fei-hung, qui était un pratiquant renommé de Hung-Gar et qui a inspiré de très nombreux films. Alors sans vous en faire une liste exhaustive, on trouve entre autres cela et cela. Et encore, ce ne sont là que quelques films ayant bénéficié d'une traduction en anglais. Fait intéressant, certains de ces films, bien qu'ils aient Wong Fei-hung pour héros, n'ont absolument rien à voir avec le Hung-Gar. Pour en revenir à notre pratiquant, il est assez difficile de savoir quelle fut sa vraie vie, et ce notamment à cause du fait qu'elle fut très fortement romancée. D'ailleurs, cette photo souvent utilisée pour le représenter est en fait celle de l'un des membres de sa famille qui lui aurait fortement ressemblé.
Ce que l'on sait en revanche de manière certaine de lui est qu'il aurait reçu le Hung-Gar de son père, qui lui aussi était un pratiquant renommé. On sait aussi qu'il apportera beaucoup à la discipline, et notamment de nouvelles formes, des principes issus de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que la danse du lion. Une des conséquences de cette modification est qu'à partir de lui, une division va s'opérer entre l'ancien Hung-Gar, qui comprend de nombreux styles, et le nouveau Hung-Gar, qui sera lui enseigné par les élèves de Wong Fei Hong. Pour ce qui est de l'histoire un petit peu plus récente de la discipline, un point marquant serait que le Hung-Gar aurait beaucoup moins souffert que d'autres arts martiaux de l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong et de la révolution culturelle. En effet, lors de la révolution culturelle, le grand timonier aurait souhaité moderniser le pays en débarrassant notamment la Chine de ses vieilles pratiques, dont les arts martiaux. Cependant, l'histoire du Hung-Gar étant plus ou moins liée à la résistance face à la dynastie Qing et cette dernière étant la source de tous les maux pour les communistes chinois, sa pratique aurait été tolérée. Il faut tout de même savoir que cet événement est souvent remis en question. Quoi qu'il en soit, il prouve que la discipline jouissait et jouit encore aujourd'hui d'une bonne réputation et cette réputation lui permettra d'avoir un grand succès. Alors ce succès ne repose pas uniquement sur les racines shaolinesques de la discipline, et dans l'histoire récente, de nombreux maîtres lui ont donné ses lettres de noblesse. On peut par exemple citer Lam Sai-wing, qui aurait non seulement été un pratiquant de haut niveau, mais aussi qui était connu pour ses valeurs morales assez élevées. Comme pour la plupart des arts martiaux, il faudra attendre les années 70 pour que la discipline commence à vraiment s'implanter en Occident, et il serait difficile de contester l'importance qu'ont eu les films d'arts martiaux dans cette implantation. Maintenant que vous avez un ordre d'idée des grandes lignes de l'histoire de la discipline, on passera comme d'habitude à la pratique. En premier lieu, concernant les grandes particularités du Hung-Gar, outre son aspect zoomorphique, la discipline est une boxe du Sud et on la considère souvent comme l'une des plus représentatives de ces dernières. En effet, la pratique martiale se distingue par des postures basses, stables, ainsi qu'un travail principalement axé sur les courtes et moyennes distances. Pour ce qui est de ces notions de distance, j'ai fait un petit aparté dans cet épisode. Une autre grande particularité du Hung-Gar est que les techniques qui y sont pratiquées donnent une grande impression de puissance et vont droit au but. Pour ce qui est justement de l'éventail technique, la discipline comprend entre autres de très nombreuses frappes, avec notamment les poings, les pieds, les coudes et les genoux. A noter que dans les frappes, on retrouve encore une fois les caractéristiques d'une boxe du Sud, puisque d'une part on privilégie les techniques de bras à celles de jambes, et d'autre part les coups de pied utilisés ne dépassent que rarement le niveau de la ceinture. Pour ce qui est de nombreuses frappes avec les mains dans l'étude du Hung-Gar, ces dernières passent par l'étude de nombreuses formes de main. Alors vous vous demanderez peut-être ce qu'est une forme de main. Eh bien c'est très simple. Il s'agit en fait de donner à sa main une forme qui répond à un usage précis, comme par exemple frapper une zone particulière, étrangler, accrocher, etc., etc., etc. Pour rendre ça un peu plus clair, par exemple, le poing fermé est une forme de main qui permet de frapper avec certaines zones. Une autre forme de main assez classique est par exemple la main ouverte qui permet d'effectuer des pics de doigts, de frapper avec le tranchant de la main ou avec la paume. Pour en revenir au Hung-Gar, on utilise de nombreuses formes de main dont les plus connues sont la griffe de tigre et le bec. Bien entendu, l'éventail technique ne se limite pas aux seules frappes, et on trouve aussi des clés articulaires, des projections et des blocages. Alors comme vous vous en doutez, l'un des principaux attraits de la discipline est l'étude des divers animaux, et comme je l'ai dit dans l'introduction, si le Hung-Gar est parfois résumé à la boxe du tigre et de la grue, on en trouve en fait 5. Alors il ne faut pas penser que l'étude d'un animal se résume à un ensemble de techniques, puisque chaque animal a ses propres principes, stratégies et rythmes de combat. Il est de plus censé permettre de développer certaines parties du corps. De manière plus ésotérique, chaque animal est associé à une émotion et à un élément de la philosophie traditionnelle chinoise. Avant de vous faire la liste des animaux, je tiens à préciser que le Hung-Gar étant divisé en plusieurs styles, il arrive parfois qu'un animal puisse être remplacé par un autre. Cependant, de manière générale, les 5 animaux sont le tigre, permettant l'apprentissage de nombreuses frappes, projections et d'étudier l'importance du souffle, la grue, qui permet d'apprendre à combattre l'adversaire sans s'opposer directement à lui, notamment grâce à des mouvements vifs et circulaires. On trouve ensuite le serpent, qui donne une certaine importance à la souplesse, à des frappes précises et à la ruse, puis vient le léopard, dont le travail est principalement axé sur la vitesse et la puissance grâce à un grand relâchement musculaire, et enfin on trouve le dragon, permettant un travail plus interne et le développement de l'équilibre. Vous l'aurez peut-être remarqué, ces animaux ne s'opposent pas, bien au contraire, puisque ce sont chacun une des facettes du Hung-Gar. Ainsi un pratiquant de haut niveau devra donc puiser dans chacun d'entre eux, et non pas se limiter à un seul aspect. Pour ce qui est maintenant du travail de la discipline, on retrouve comme toujours une étude des techniques de base seule ou avec partenaire, ainsi que l'étude de diverses formes ou Tao. A noter que le Hung-Gar étant divisé en de nombreux styles, le nombre et la nature des formes varient fortement, et si par exemple dans le nouveau Hung-Gar de Wong Fei Hong, les divers animaux sont étudiés au sein d'une même forme, à l'inverse dans d'autres styles, chaque animal possède une forme qui lui est propre. Toujours concernant ces formes, si dans un premier temps elles sont généralement étudiées seules, il pourra la pratiquer avec un partenaire dès lors qu'il aura commencé à l'intégrer. Un autre point important de l'étude du Hung-Gar est le travail d'exercice de renforcement. Alors, si ces derniers peuvent revêtir un aspect externe comme le renforcement des muscles, des tendons ou des os,
Le hangar comprend aussi tout un volet interne et certaines formes, comme la forme du fil de fer, y sont entièrement dédiées. Autre point important que je n'ai pas pu aborder avant faute de place, notre pratique martiale comprend l'étude de nombreuses armes qui, encore une fois, varient fortement d'un style à l'autre. Parmi les armes les plus communes, on trouve le sabre, l'épée, le bâton, la hallebarde et les couteaux papillons. À ce titre, je vais me permettre une petite précision. Ça, ce n'est pas un couteau papillon. En fait, il s'agit d'un balisong, une arme qui serait originaire des Philippines. Les couteaux papillons sont des sabres avec des lames relativement courtes et larges, qui sont le plus souvent utilisés par paire. Un dernier aspect, beaucoup plus propre au nouveau hangar, est l'étude de la danse du lion, qui fut introduite dans la discipline par Wong Fei-hong. La danse du lion, dont vous trouverez une vidéo en cliquant sur le lien, est une danse traditionnelle d'Asie s'effectuant lors du Nouvel An chinois, et dont le but est entre autres de porter chance. Bien qu'elle puisse être étudiée seule, elle est souvent étudiée au sein d'écoles de kung-fu puisque son exécution requiert certaines qualités athlétiques. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors je m'excuse vraiment pour le retard qu'a eu cet épisode, c'est simplement qu'entre les 5 ans de l'art de la voix, le prochain magazine et les travaux à côté de chez moi, j'ai eu beaucoup de mal à enregistrer. Vu que les choses se sont maintenant calmées, je pense en pouvoir sortir beaucoup plus régulièrement. Cependant, au lieu de me fixer un délai de 2 semaines que de toute façon je vais lâcher au bout de 2 épisodes, je vais plutôt essayer de sortir une vidéo par mois. Alors cependant, il y aura une petite nouveauté, puisqu'à partir de maintenant, à la fin de chaque vidéo, je vais vous laisser le choix du sujet de la prochaine vidéo entre 3 thèmes. Pour exprimer votre choix, rien de plus simple, il vous suffira de mettre le thème choisi en commentaire. Quant à moi, je vous laisse avec les liens habituels, et n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. A bientôt.